Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Distillerie. Il y a eu deux matchs depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Une victoire, j'ai presque envie de dire confortable. C'est pas un mot qu'on utilise souvent pour les Steelers, mais 27-14 pour les Steelers face aux Browns. Et puis il y a eu le match de dimanche, un petit peu moins enthousiasmant et même, on va le dire, hein, ça s'est très très mal passé. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et une défaite face aux voisins de Pennsylvanie, les Eagles de Philadelphie, sur le score de 27-13. La bonne chose, et je pense qu'on va commencer sur une note positive, Lucien et Polo, c'est que les Steelers sont officiellement en playoff, malgré la défaite. Ouais, salut Romain, salut Polo. Effectivement, c'était un peu la bonne nouvelle à la fin, parce que c'était dû aux défaites des autres équipes d'AFC qui faisaient qu'il y avait encore un scénario improbable où on n'y allait pas. Mais effectivement, c'est peut-être la seule chose à retenir de positive de cette soirée sombre à Philadelphie. Salut Lucien, salut Romain. La question que je voulais te poser, Romain, c'est est-ce que tu as vu le dernier slide de Arba dans le dernier Hard Knocks Ah non, je l'ai pas vu, c'est dans l'épisode 3. hier soir? Hier soir. Ouais, non, Je pensais à toi. ils sont un petit peu lents ici à le publier, je pense que je l'aurai vendredi. Bon, Mais tu c'était m'en encore très diras. moche. Tu me diras ce que tu en penses. Les couleurs, tout ça. Tu me diras ce que tu en penses. Très joli, très raffiné. Non, c'est les couleurs. Les couleurs, bah déjà, ils sont pas Ouais, aidés. les Le couleurs. violet, c'est quand même pas facile, mais bon, euh, J'aime bien quand ils font semblant qu'ils ont un peu du jaune aussi dans leur logo, alors que bon, ça va, tu vois. Une petite touche, calme-toi, laisse-nous le jaune à nous. Ah, ça me fait mal. Vous m'avez bien fait rigoler au dernier épisode entre le PowerPoint et Winston, les prières de Ah, Winston. James, quel Jameis, ce génie. bon Jameis, ouais. On est quand même en playoff, ça a été confirmé. Est-ce que c'est déjà une satisfaction ou est-ce que vous en voulez encore un petit peu plus? Bah, si c'est pour perdre le premier match en wildcard, ça sera pas suffisant. Donc clairement, ce qui ferait plaisir, c'est de gagner la division, de s'assurer un match à domicile et peut-être une affiche un peu plus abordable, et puis de gagner au moins ce wildcard round pour que ce soit vraiment une saison réussie. Pour l'instant, je crois pas qu'on peut encore le dire. Et malheureusement, la perf à Philadelphie a rappelé un peu des inquiétudes euh, qu'on avait peut-être un peu trop rapidement écartées après les jolies perfs précédentes, Ouais. quoi. Ouais, c'est comme, enfin, c'est comme à célébrer. Je pense qu'il y a pas mal. On aurait fait le sondage avant le début de saison. Je pense qu'il y en aurait quelques-uns d'entre nous qui auraient peut-être dit qu'on ne serait pas allé en playoff. Donc, et on y va quand même un peu avec la manière. On peut dire, on n'est pas là à serrer les fesses à la 17e game week, à attendre que Jacksonville batte je ne sais qui. Donc, Les Colts. c'est les Colts. Donc c'est quand même avec la manière. Maintenant, ça serait dommage effectivement de pas gagner la division, de Ouais. perdre dimanche et ensuite de perdre samedi, pardon, et ensuite de perdre la division. Après, il faut quand même dire que même si tu perds samedi, tu peux quand même gagner si tu peux quand même gagner la division si tu bats les Chiefs et si tu bats les Bengals. L'enjeu quand même, c'est ce match à domicile, hein. Les deux dernières saisons où on est allé en playoff, c'était des matchs à l'extérieur, pas des stades faciles en plus, que ce soit à Kansas ou à Buffalo. Et je regardais un petit peu l'historique. Bon, alors, en 2016, il y a eu une victoire à domicile contre les Dolphins en playoff. Et avant ça, pour retrouver une victoire des Steelers à domicile en playoff, il faut remonter jusqu'à 2010. 2010, je crois qu'au pouvoir en France en 2010, je crois que c'était Louis XIV. Donc ça fait quand même un bout de temps. Ça serait bien. Une petite victoire à domicile, ça ferait plaisir. Et puis avec un petit peu de chance, quoi, en gagnant la division et puis avec des résultats en notre faveur, on pourrait même avoir deux matchs à domicile. Je ne veux pas trop me projeter, mais ça fait encore plus longtemps que c'est pas arrivé. Et c'est vrai que ça serait pas mal. Et parce qu'on a tout ça en tête et toute la division en tête, personnellement, j'avais complètement zappé qu'on pouvait se qualifier pour les playoffs des dimanches. Oui, c'est vrai que c'était inattendu. Mais bon, moi perso, dans ma tête, c'était déjà fait. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le official clinched scénario, mais en vrai, oui. Au début de la saison, si on avait dit on serait en playoff
à 3 ou 4 journées de la fin, je pense que tout le monde aurait signé. Donc c'est quand même plutôt positif. C'est vrai. C'est bien. On a parlé du positif. Il y en avait un petit peu quand même dimanche à reprendre, mais c'était une fois le match terminé. Venons-en à ce match contre les Eagles. Je pense qu'on avait tous pas mal d'espoir d'affronter une équipe avec un bon bilan aussi, très similaire au nôtre, en se disant, allez, c'est le moment de le montrer. Et puis, je pense que très, très tôt, on s'est rendu compte qu'on allait passer une soirée difficile. Parlais d'espoir, effectivement, on peut toujours avoir de l'espoir, mais je pense que, enfin, avant le match, si tu devais parier ta maison, tu la mettais sur les Alors, Eagles ou sur les. l'avantage, c'est que j'ai pas de maison. Donc, comme ça, le risque est moindre. Non, c'est vrai. Honnêtement, pour répondre à ta question, après, j'étais pas ultra confiant, c'est vrai, mais j'avais bon espoir qu'on puisse gagner ce match. Dans l'analyse, enfin, il y a beaucoup de négatifs, mais je pense, enfin, ce qui est important quand même de dire, c'est que déjà les Eagles, ils étaient une équipe qui a gagné 9 victoires d'affilée avant ce match. C'est, je sais pas, top 3, top 4 dans la ligue. Enfin, c'est le top du top, je pense, dans les Ouais. équipes, hein. Donc, oui, tu joues un contender pour le Super Bowl. Tu joues une super équipe. Donc, ouais, tu t'es fait battre. Le scénario est vraiment bizarre. Euh, à la mi-temps, t'as quoi, 17-13. Tu, tu te fais déjouer un peu également, mais t'es quand même dans le match. Et ensuite, la troisième et la quatrième période qui arrive, et puis tout déraille, le fumble de Harris, et puis voilà quoi. Mais il y a des stats, je suis sûr que tu vas aller en parler, mais total yards, Eagles 401, Steelers 163. Ça te- ça te donne une différence. Et le temps de possession, tu as près de 40 minutes pour les Eagles, 20 minutes pour les Steelers. Dont On a 5 eu, minutes, je crois, entre la troisième et la quatrième période. je crois qu'on a eu 2 drives en deuxième mi-temps, pas plus. Non. C'est quand même difficile de gagner un match quand t'as pas la balle. Ouais, et c'est vrai que c'était quand même, je crois que sur le premier quart-temps, il y a même un total de yards négatif à un moment Ouais. donné en passing yards ou total de yards total, c'était complètement lunaire alors qu'ils étaient déjà à plus de 100 ou 150 yards en face. Donc le fait qu'à la mi-temps il y ait que 4 points d'écart, c'était déjà complètement inespéré. Mais c'est vrai qu'avant le match, ça faisait des siècles, enfin, pas des siècles, mais des dizaines d'années que Pittsburgh n'a plus gagné à Philadelphie. Je crois la série était 1965, voilà, C'est dans les ça. années 60, 10 65. matchs. Bon, ouais, oui, je joue pas tous les ans à Philadelphie, mais quand même, ça veut quand même dire quelque chose. Et, et ça s'est vu direct, comme tu l'as dit, Romain. On a très vite vu, même après les premiers drives, je crois que le moment où moi je me suis dit, bon, ça va être compliqué, c'est même quand il y a eu 2 fumbles forcés par la défense, Ouais. puis par les special teams, où là, il y a eu que 3 points qui ont été Mm. convertis sur ces 2 fumbles qui étaient des big plays. Je dis, ok, même si la défense et les special teams font des exploits, je crois pas que ça va suffire ce soir. Mhm. Ouais. Mais à ce sujet, tu te dis, t'as deux force fumbles. T'as Saquon il finit à combien de yards? Il finit à 60 et quelques. ouais. Tu dis ça. Si avant le match tu dis OK, il y aura deux first fumbles et Saquon à 65 ou 60 yards, tu dis bah écoute, ouais peut-être on a peut-être gagné et tu Mm. perds quand même le match. Ouais. Et pourtant, je pense qu'à Parce la que parce mi-temps, qu'ils ont confisqué le ballon. ouais. Je pense qu'à la mi-temps, on s'est tous dit, en tout cas, moi, c'était le cas. Ouais, on a déjà 2 turnovers, c'est bien. On va falloir encore 2 ou 3 autres. Et puis, si possible, avec des points directement sur le turnover, parce que l'attaque derrière, elle a vraiment du mal à avancer. Donc, moi, j'étais devant enfin, devant la télé, sur le canapé, à attendre un pick six, parce que sinon, je voyais pas comment on pouvait gagner. Et j'avais presque, ça me rappelait un peu les 2 saisons dernières où on se disait la défense, quand on est sur le terrain, on a plus de chances de marquer des points que quand l'attaque est sur le terrain. Mm. Alors, contrairement à la saison passée, il y a eu quand même ce drive avant la mi-temps où Ouais, Pittsburgh marque ce touchdown. Ça, c'est une chose qui n'arrivait pas avant et qui c'est a vrai. permis quand même d'arriver à la mi-temps avec 4 points d'écart. Ouais. Et puis même derrière, en vérité, le drive où Najee Harris fumble à la fin,
c'est un drive plutôt bien mené. Il y a ce flea flicker qui Ouais, ouais. fonctionne un peu de manière quand même inattendue ou c'est un peu quand même chanceux parce qu'il n'est pas vraiment. Les flea flickers qui fonctionnent généralement, le mec il est wide open quoi. Et là, quand j'ai vu que, que le petit Calvin il était entre un ou deux défenseurs, j'étais en mode ouh ça sent la merde. Et il arrive quand même à faire le catch, à bien sentir la réception. Et puis malheureusement, ouais, ce fumble malheureux de Nagy qui qu'il faut relever, même il en fait que rare, pas trop souvent. Ouais, c'est assez Euh, rare. c'est Ça a complètement coupé le momentum que Pittsburgh avait réussi à emmener après, enfin avant la mi-temps. Ils avaient réussi Ouais. à l'emmener après, à limiter la défense Mhm. a limité un field goal sur le premier drive de l'attaque de Philadelphie au retour des vestiaires. Ce drive et derrière c'était fini quoi. À partir de ce fumble, Philadelphie mange je sais pas combien de l'horloge et là c'était cuit quoi. Et parlons un petit peu justement, c'est vrai que c'est Nadji qui fait le fumble. Clairement, comme tu le dis, c'est très rare pour lui, donc c'est difficile de lui mettre sur le dos. Peut-être qu'on y viendra en faisant le top flop, mais une question que j'ai pour vous, c'est le plan de jeu des Steelers, que ce soit en attaque ou en défense. J'ai l'impression quand même des questions à se poser. J'en parlais juste avant le match sur Twitter, où j'ai dit qu'a priori c'est un match qui se jouera sur la course. Et j'ai dit attention quand même au plan de jeu surprise des Eagles, parce qu'effectivement, tout le monde s'attend à devoir défendre sur Saquon Barkley, c'est la menace numéro un. Et puis les Eagles ont fait un peu le même plan de jeu qu'on avait contre les Bengals, où on s'est dit l'adversaire s'attend à ce qu'on joue beaucoup au sol, on va commencer à envoyer des passes dès le début du match, et ça a fonctionné tout le long du match avec AJ Brown et avec Devontae Smith. Euh, et je pense qu'on n'était peut-être pas préparé à ça, alors que si on se souvient du dernier match qu'on a fait contre les Eagles, il y a je sais plus combien, 2, 3 saisons, on s'était fait absolument ouvrir dans les airs avec AJ Brown qui met 3 touchdowns, je crois. Donc j'ai l'impression qu'on a été un petit peu, je sais pas si naïf c'est le mot, mais qu'on s'est peut-être trop reposé sur une attente de l'adversaire qui serait ils vont passer par Saquon Barkley et on a peut-être négligé le reste. Ou est-ce que je me trompe et c'est juste un manque de talent peut-être? Bah, je sais pas si c'est un manque de talent, mais je dirais qu'il y a du talent en face, quoi. C'est tout. T'as Jalen Hurts qui a fait un match super, et puis AJ Brown qui est, voilà, encore une fois, c'est une super attaque. Devontae Smith. Donc, faut choisir un peu son poison, et je comprends qu'ils aient choisi ce poison-là, mais bon, derrière, il faut aussi t'es JPJ qui soit à son Mhm. meilleur niveau. Faut que t'aies Jackson qui soit sur le terrain alors qu'il est sorti sur blessure, etc. Donc ils ont choisi leur poison, mais malheureusement ils ont pas réussi à Mhm. contenir dans les airs. Mais Ouais, c'est vraiment ça et bah on peut peut-être parler. Je rebondis, je prends le lead pour peut-être proposer les tops parce que je sens Allez. que en tout cas moi j'en ai un ou deux et on parle de ça déjà. Mais c'est vrai que même si le plan de jeu était effectivement peut-être trop axé sur la run defense, bah ça a quand même très bien fonctionné parce que Barclay, on l'a dit, il fait son deuxième pire match de la saison. Il fait 65 yards en 19 courses. Donc le plan de ce point de vue-là a fonctionné. Et même dès le début du match, il avançait pas trop. Il y a eu un ou deux plays. Je crois qu'il fait un play après quelques minutes où il fait un 15-20 yards. C'est peut-être sa meilleure course de la soirée. Mais avant ça, ça avançait pas trop. Et, euh, et donc il y avait quand même des choses qui ont été bien préparées. Et ouais, moi la défense contre la course, disons que si on devait craindre quelque chose, que ok, on savait que la défense contre la course de Pittsburgh était solide. C'était le test ultime de passer contre Barclay qui est dans la course quand même pour être MVP. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi Ouais. peut-être une des rares satisfactions. Il y a 3,1 yards par course pour les Eagles, ce qui effectivement est plutôt un bon chiffre. Quand tu regardes par contre dans le jeu de passe, 11,6 yards par passe. C'est-à-dire que plus d'un first down par passe. C'est là que Mhm. ça commence à poser des gros problèmes. Et un autre truc que j'ai remarqué aussi, et ça c'est vraiment récurrent, on a parlé, des soucis en red zone, on a toujours du mal à convertir en red zone. Et également sur troisième tentative, sur third down, on est encore calamiteux des deux côtés du terrain. On a laissé, je crois, 10 sur 17 et on a converti 3 sur 10. Mhm. Mhm. Quelles explications vous trouvez à ces choses-là qui, j'ai l'impression, sont là depuis
plusieurs années, malgré les changements de coordinateur, les changements de joueurs, on se retrouve toujours avec ce souci-là. Je sais pas, mais c'est ça qui, enfin, visuellement, c'est ce qui rendait le match assez frustrant. Tu regardes le gamebook du match, quand ils avaient besoin de 12 yards, ils en mettaient 15. Quand ils en avaient besoin de 7, ils en mettaient 9. À chaque fois que les Eagles étaient dos au mur, sur un third down ou sur un 2 et 15 ou un 2 et 12, ils trouvaient toujours la bonne distance pour les ramener, pour faire first down ou les ramener très proche du first down. Donc, je sais pas, je peux pas dire l'explication, mais euh, le, le, leur third down conversion, c'est ce qui a rendu le match vachement frustrant, quoi. Parce que plein de fois, on se dit, OK, on va récupérer la balle, c'est bon, on va pouvoir attaquer. Et boum, ils faisaient first down et ça explique aussi leur temps de possession. Ouais, tout à fait. Et après, il y avait quand même, il faut le rappeler, Mhm. pour moi, une absence quand même assez importante dans le Ouais. backfield, celle de Deshaun Elliott, Ouais. qui est peut-être un des hidden MVPs de Steelers depuis le début de la Ah saison. ouais. Bon, je sais même pas Et là, si on hidden l'a. que ça, hein. Non, mais voilà, parce que c'est pas forcément le nom le plus ronflant, et on en entend un peu, on en parle, on en parle assez souvent ici, mais c'est pas le premier qu'on dise forcément. Et en vrai, on a vu que sans lui, c'était pas pareil, quoi. En tout cas, Casey a pas eu le même production, et sans doute que cette faiblesse sur third down et cette faiblesse dans ces moments clés, ça peut s'expliquer aussi comme ça. Et après aussi, alors à quel point les statistiques sont parlantes ou trompeuses, le temps de possession, ça a un impact quand même énorme sur l'état de Ouais. fatigue de la défense. Et je pense qu'en fin de match, quand justement il fallait les stopper sur ce drive interminable, les mecs ils étaient là depuis des minutes et des C'est minutes sur le cramé. terrain. C'est de plus en plus improbable de stopper une troisième tentative quand t'as autant de minutes de jeu dans les jambes, quoi. Et puis leur touche push là, Ouais, cheat code. Ça m'énerve. c'est insupportable. Mm. Ah ouais. Insupportable. Le truc que je ne comprends pas, c'est que ça a pas l'air, techniquement, ça a pas l'air compliqué. Non. Pourquoi les autres équipes, je veux dire, tu Ouais, regardes c'est et ça. il y a, je- Parce que d'autres il y équipes a, il l'ont y a- tenté, mais il y a beaucoup moins de succès, donc je Ouais. sais pas. Quelqu'un a montré, enfin j'ai vu une vidéo sur Twitter après où effectivement tu as leur left guard qui a tendance à faire un false start assez souvent sur les touches push, mais Mm. au-delà de ça, c'est vrai que c'est chiant. Dès qu'ils ont moins d'un yard, tu sais très bien ce qui va se passer et tu sais que ça va marcher. C'est le genre de choses que la NFL parfois commence à, comment dire, commence à s'en lasser et va nous sortir une règle pour l'interdire. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées comme ça. Il y a plusieurs règles d'aujourd'hui c'est qui possible. sont issues d'un joueur ou d'une équipe qui était tellement dominante avec un jeu qu'ils ont dû l'interdire ou trouver une raison de l'interdire. Mais je pense qu'on y va tout droit avec ce touche-push de filet. Ouais. Ouais, ça me ferait juste plaisir de voir le touche-push de Kenny Pickett, quoi. Parce que peut-être que c'est juste Jalen Hurts Ah, qui est le maître et la clé de voûte de cette stratégie. Mais peut-être que si Kenny entre en piste, ça marcherait moins, quoi. Parce que quand lui il le tentait, ou en tout cas quand on tentait des QB sneak avec ouais. Pickett, c'était rarement. Il va nous faire un de ses spin moves dont il a le secret pour sortir de la poche. Ouais, ouais, Mais Euh, pour revenir à la défense, les Eagles, ils ont 8 plays de plus de 20 yards. Je crois que c'est ce qu'on appelle explosive play. ouais. ouais, Euh, tu regardes, c'est 23, 22, 22, 22, 21, 21, 20, 20, et ceux en dessous, c'est 19 et 17. Donc tu vois, alors que Pittsburgh, leur dixième play le plus long, c'est 7 yards. C'est pour te donner un peu Mm. la différence. ouais. Ah, c'était chaud. Ouais, c'est C'était Ah, chaud. c'est une bonne 31 stat, et ça. 7, et après 23 et 17, mais entre 23 et 17, t'as 10 plays entre 23 et 17. Ouais, Euh, ouais, et notamment un des 23, le deuxième plus oui, long, 23 yards, c'est Fields qui court 8 yards et qui a une pénalité de 15, donc ça ajoute, d'accord. Oui. Ouais, ça ok. donne 23. Ouais. Mais Mais c'est vrai que c'est une bonne stat, Polo, et ça reflète bien l'impression qu'on a eue pendant le match. Parce que comme Lucien disait, on arrive à la mi-temps avec 4 points d'écart, ce qui est quasiment un miracle au vu de la première mi-temps. Et je pense qu'effectivement, ce que tu nous montres là, c'est vraiment ce qui reflète le mieux l'impression qu'on a eu en regardant le match, que c'était facile pour les Eagles d'avancer et c'était un enfer pour nous de gagner quelques yards. Mais c'est peut-être du coup aussi un bon signe, faut voir le verre à moitié plein, mais que
on se fasse à ce point piétiner et que le score soit close. C'était de la même manière qu'on se disait c'est un bon signe que contre les Bengals, ils soient capables de rivaliser et de marquer autant de points. Tu peux dire, bah, c'est un bon signe que même quand si tu fais un match catastrophique, t'es que à 4 points, alors qu'il y a 2-3 saisons, le dernier affrontement contre les Eagles, là, ce match, ça aurait été un 42-3, quoi. Enfin, ça aurait été une C'est boucherie. c'est vrai. Pablo, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais j'allais le garder un peu en conclusion de la discussion, mais ce qui est étonnant, c'est que quand tu écoutes les analyses ici, après le match, tu as ceux qui sont, c'est catastrophique, et tu as ceux qui sont presque peut-être pas encouragés, mais des personnes qui se disent, bah, franchement, on a jusqu'à la mi-temps, jusqu'au fumble, on est dans le match. Et c'est ça qui est étonnant. C'est où est-ce que où est-ce que vous positionnez? Moi, par exemple, tu disais c'était très négatif. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne. Hmm. Je trouve que dans le scénario, je pense que le scénario est vraiment très particulier. Je pense que euh, la plupart du temps, on perd ce match, mais on le perd pas comme ça. On le perd, on le perd 27-20, 27-23, ou tu Hmm. vois, et on est plus dans le match et on se dit, bah, on est pas mal. Donc, je suis pas inquiet. On a joué une super équipe et la question qui reste pour moi pour les playoffs. On parlait des playoffs tout à l'heure. C'est est-ce qu'ils peuvent battre une équipe comme ça? Je Oui, sais c'est pas. ça. Je sais pas. Je sais pas si on joue Buffalo, est-ce qu'on peut battre Buffalo? Si on joue même les Chiefs sur un match de playoff, un match coup près, je sais pas. C'est une Ouais, bonne c'est vrai. équipe, mais je sais pas si c'est une top équipe. Bah, je pense que la réponse, elle est aussi dépendante de quand même des individualités parce qu'on n'en a pas encore parlé. Moi, je voulais en parler dans les flops tout à l'heure. J'ai encore quand même un top à mentionner. Mais c'est l'absence de certains joueurs. Et je pense que sans Pickens, sans Mhm. Elliott, sans Larry Ogunjobi, sans potentiellement TJ Watt et Dante Jackson, ah, c'est sûr qu'on bat pas les Bills. Avec tous ces Mhm. joueurs-là, moi j'y crois. Mais en tout cas, le match, si on avait perdu ce match dans ce scénario-là avec l'équipe au complet, là, on aurait pu être inquiet. Là, c'est pas le cas. Il y a des circonstances. Il y a aussi le fait que le match avait moins d'enjeux en termes Mhm. de Mhm. qualification parce que Match de si tu NFC, bats pas contre la Baltimore, NFC. tu gagnes la Ouais. division. Donc c'est voilà, il y a aussi ces éléments-là. Après, je vais faire la voix négative un petit peu, mais justement le fait que quelque part il suffit d'une absence de Pickens et de Deshaun Elliott pour que on sache pertinemment que le match va être très 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 compliqué. Cette absence de profondeur, cette absence de capacité à compenser les absences, peut-être par un plan de jeu ou autre, est-ce que c'est pas aussi ça qui est inquiétant? Parce que comme tu disais, il faut qu'on ait absolument tous nos joueurs disponibles pour espérer battre une de ces top équipes. Et on peut pas se permettre d'avoir un joueur sur la touche parce que voilà, on est quand même très très affaibli alors que je pense pas qu'on puisse dire la même chose des Bills ou même des Chiefs et encore une fois des Eagles et même des Lions aussi en face. Non, c'est vrai, mais je pense que la vraie absence clé en attaque, c'est quand même Pickens parce que on a vu que les receveurs étaient quand même derrière, c'est quand même compliqué et que le fait que Wilson n'arrivait pas à lancer et galérait, c'est parce que les receveurs n'arrivaient pas à être libres de marquage et ils étaient constamment aussi parce que la défense des Eagles est excellente, mais aux meilleures Leur défenses ligne. contre la passe, euh, ce groupe de receveurs sans Pickens, sans cette menace principale, risque d'être insuffisante effectivement. Ouais, tu disais, Lucien, que tu avais un autre top. Est-ce qu'on être un peu positif? J'en ai un aussi que je veux Mais oui, mentionner et on passera au flop bah, ensuite. le défenseur de l'année, évidemment, TJ Watt, parce que moi, je sais quel plaisir de le voir boxer dans des ballons enfin toujours quoi, c'est sa spéciale un peu maintenant. Il y a eu une saison, sa spéciale, c'était l'interception de Joe Burrow en sautant et Wow. Ouais, en Mhm. interceptant comme ça au niveau de la ligne. Ça, c'était sa spéciale il y a 2-3 ans. Cette année, sa spéciale, c'est le punch et je fais force fumble quoi. Il est inarrêtable sur ça. Il le faisait déjà avant, mais là, il l'a fait plusieurs fois ouais. cette saison. Et ouais.
c'est ça. Disons que quand il le fait en début du match, ça vient un peu réveiller l'équipe, notamment Ouais, l'attaque, même complètement. si elle punt derrière. Tu sens que ça amène un peu d'étincelle dans ce match qui partait très mal. Et puis derrière, il fait 2 sacs à la fin, 7 tackles, il lead l'équipe en plaquage, alors qu'à la fin du match, il est plus là. Donc ouais, grosse frayeur quand il sort à la fin, évidemment. On espère que c'est pas trop grave. J'ai vu des images pas plus tard qu'il y a quelques dizaines de minutes de notre cher ami Brooke Pryor de ESPN qui le filmait en train de faire des pas chassés dans le centre d'entraînement. Donc il a l'air d'être plus ou moins capable de se tester un peu. Est-ce qu'il faudra le rusher pour qu'il soit là samedi? Ça, on pourra en parler plus tard. Mais ouais, TJ Watt, quand même, Ouais. toujours une satisfaction. Il a forcé Avec cette un gros saison travail, deux me fois semble, de plus Peyton de. Wilson sur le. Je disais, il a forcé 2 fois plus de fumbles que le deuxième meilleur joueur en termes de fumbles forcés cette saison. Je crois qu'il est à 6, le deuxième est à 3. En plus, avec les sacs, il est revenu Ouais. aussi au leaderboard des sacs. Je crois qu'il est plus qu'à un point du premier, un sac pardon, du premier. Donc, même dans une saison qui pendant longtemps a paru un petit peu plus faible pour TJ, bah, il est encore ultra dominant. Polo Peyton Wilson, tu voulais en parler? Non, non, je disais sur le force fumble, euh, t'as Peyton Wilson, je crois qu'il fait un gros travail il pousse Hurts vers la touche et à contourner un peu, donc je pense qu'il faut quand Oui. même le mentionner ça également. C'est ce que sa vitesse apporte également à la défense. C'était juste, la dernière fois, j'ai revu la vidéo, j'ai trouvé ça étonnant. J'avais pas vu la première fois. Ouais. Je vais mentionner deux autres noms pour les tops et au risque de surprendre tout le monde, c'est deux noms en attaque. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est Calvin Austin, qui est bon, il est leader des receveurs sur ce match. C'est pas forcément une grosse surprise sans Pickens, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment il rate pas grand-chose, Calvin Austin. Il a encore une fois, il est ciblé 5 fois, il fait 5 réceptions. J'ai l'impression que ça fait plusieurs matchs où il est, voilà, il est capable de catch toutes les targets qu'il a. Voilà, il devient vraiment de plus en plus fiable. Encore une fois, comme je disais précédemment, j'aurais préféré que ça soit notre troisième option plutôt que la première, mais on peut pas lui enlever grand-chose. Et j'espère qu'à l'avenir, on pourra l'utiliser un petit peu mieux avec un bon receveur 1 et 2 à côté de lui. Mais c'est bien d'avoir trouvé ce genre de joueur. Et puis le deuxième nom, c'est Pat Freiermuth. Alors, il fait pas un match statistique de fou, hein. Il a trois réceptions, 22 yards et un touchdown. Je crois que ça fait 3 touchdowns sur les 3 derniers matchs. On va peut-être commencer à enfin utiliser tout son talent, comme on avait pu le voir il y a 2, 3 saisons. Donc voilà, je suis aussi content de voir la connexion entre Russell Wilson et Pat Freiermuth qui se développe. Je pense que ça peut être très utile pour les matchs et les semaines à venir. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais mis globalement les receveurs en général en flop, mais bon, du coup, t'en mets deux en top, c'est, Ah, on se ouais, contredit. mais écoute, Mais c'était vas-y, on est là pour se contredire aussi. Vas-y, dis-moi que j'ai tort, Lucien. parce que j'ai hésité à mettre, à mentionner effectivement Calvin Austin en top, et en vrai, t'as raison. Et j'en parlais avant sur ce flea flicker, il fait quand même un joli Ouais, taf. Mais ouais, est-ce que ouais, pour moi, c'est pas suffisant pour receveur numéro un. Parce que, ok, sûr. il est target 5 fois, mais peut-être que il avait l'étoffe d'un numéro un, il serait target 10 fois, et parce qu'il serait toujours open, ou parce que Russell Wilson lui ferait aveuglément confiance. Et peut-être qu'il devrait lui faire plus confiance, mais vu sa petite taille, et c'est pas un mec qui est fait pour battre des mecs Exact. en 1v1 qui sont sur lui en coverage parfait, quoi. Ce que Pickens est capable de faire. Donc, Ouais, ouais, c'est un peu insuffisant. Et puis, malheureusement, derrière lui, Freiermuth, effectivement, il y a ce touchdown et effectivement, il y a cette connexion, mais derrière, c'est le néant absolu. Mike Williams, on se demande si est-ce qu'en fait, il est juste pas au niveau et il est jamais vraiment ouvert et du coup, il reçoit rien, ou est-ce que c'est juste un problème de play call et de choix d'appel de passe. Moi, je pense plus à la première option parce que ça fait quand même plusieurs matchs maintenant qu'on le voit pas trop. Puis derrière, bah, c'est des seconds couteaux, des Skowronek, Scotty Miller. On s'attendait pas à ce qu'il fasse plus qu'un catch, deux catchs par match, quoi. Donc voilà. Et puis en plus là, ce qui avait bien marché lors des derniers matchs, le pass game avec les running backs était quasiment inexistant. Il n'y a pas eu beaucoup de screens qui ont fonctionné.
Euh, mais voilà, tout ça, je pense, c'est aussi dû au fait que le plan de jeu offensif était clairement de jouer à la course à la base. Et Philadelphie a très vite stoppé ça dès les deux premiers drives, les deux premiers free and out. Je pense que les 4 premières courses de Pittsburgh, ça se compte sur les doigts d'une main Ouais. en nombre de yards. Et donc derrière, il y a peut-être que Russ a essayé d'improviser, mais voilà, l'absence de Pickens, ça fait que si le jeu de course fonctionnait pas, ça allait forcément être compliqué derrière, quoi. Il démarre le match, l'attaque démarre le match avec 3 three and out. Mhm. Three and Ouais. out. C'est, ça donne le tempo. Franchement, démarrer aussi faiblement, euh, bah, quelque part, tu le payes aussi. Mhm. Ouais, c'est sûr. Je pensais, Romain, je pensais que tu allais mettre le receveur, ton joueur préféré, Skowronek. Je pensais que Eh, t'allais... eh, en termes de yards, il est troisième receveur sur ce match. Avec une Je sais, réception, 17 certes, yards. 17 yards, mais vous pouvez pas me Il l'enlever. fait le Le taf. mec, Il fait le ça et taf. le fumble forcé, Ouais, c'est enfin, pour et ça que je te voilà, dis. quoi. Mhm. Eh, franchement, je pensais pas le mentionner autant que ça dans le podcast sur toute la saison, mais Cette saison, ouais. voilà. C'est Lui, toujours bon d'avoir un joueur c'est comme ça. peut-être le hidden MVP, lui, Skoronek, pour le coup. Ouais, il est bien caché, Il est mais bien caché. c'est vrai que les quelques fois où on le voit, en général, c'est du positif. Donc, Oui, c'est vrai. ouais, après, plus je regarde les stats, plus je me dis que c'était encore pire que ce que je pensais, en tout cas, sur un terme de stats. On parle de Skowronek, justement, qui est le troisième receveur. Et en fait, Calvin Austin été ciblé 5 fois pour 5 réceptions. Freiermuth ciblé 6 fois pour 3 réceptions. Après ça, il n'y a pas un seul joueur qui a plus Mhm. d'une réception. Ah oui. Mais Ça en après, dit long sur la profondeur. c'est aussi parce que c'est le scénario, on retombe là-dessus. Mais deuxième mi-temps, je crois que, enfin, il y a Voilà. peut-être une dizaine de snaps offensifs, même pas, je sais peut-être un peu plus, je sais rien, mais c'est pas. Mais Voilà, il faut total, remettre aussi les choses dans leur contexte. total de snaps offensifs, en tout cas, si on prend les cibles des receveurs et les courses, on a eu 38 plays. Hmm. Pour contraster ça, les Eagles ont fait 42 courses. Hmm. Ouais, donc C'est tu vois, quoi. c'est incroyable, incroyable. Hmm. Et en total, Donc, moi, j'avais 77 pour les Eagles, 46 pour les Steelers. Plus de putain, 30 plays ouais, de différence. c'est incroyable cet écart. T'as quasiment aucune Euh, chance de gagner. À la limite, si tu arrives à, à gagner, enfin, à être productif sur ces quelques plays que tu as, certes, mais là, toutes les moyennes, on a du 2 yards, 2 yards par course pour Najee, 3 pour Jalen Warren. Ouais, bref. Je mhm. pense qu'on a dit assez de choses Moi, sur niveau ce match. progression, je On regardais n'a un quand peu même pas dit clairement les flops. Ouais, bah, on en a parlé un peu, mais on est quand même un peu obligé de mettre Najee Harris parce que globalement, c'est le run game a pas été fou et ouais, ce fumble, c'est sa faute. Il l'a dit lui-même, il regardait pas le ballon, il regardait le trou devant et le ballon lui échappe des mains. Alors peut-être que le toss de Wilson n'est pas bon ou quoi, mais en tout cas, il a assumé son erreur et ouais, ça met tellement un gros coup derrière que c'est quand même. Ouais, il faut quand même le souligner. Et puis, autre élément pour pas dire un nom ou encore choisir un joueur, je dirais globalement le play call offensif, l'adaptation Entièrement d'accord. des calls en fonction après le début du match. Et puis, dans cette veine-là, c'est TOS et tu en as parlé sur ton compte Twitter, Romain, mais qui effectivement, on a l'impression ne fonctionne vraiment pas. Il faudrait faire une review de tous les run play depuis le début de la saison et voir le pourcentage de TOS, combien de yards ça apporte par rapport au end-of classique. Peut-être qu'on sait on est biaisé, c'est pas le cas, mais je comprends pas pourquoi ils s'obstinent à faire ça. Euh, et puis ce call qui a beaucoup fait parler dans le quatrième quart-temps où Tomlin décide de punt alors que je crois que c'est quatrième et 7. Il a encore été interrogé dessus en conférence de presse hier et il a dit qu'il le referait s'il devait le faire. Il était confiant et il était OK avec sa décision. Bon, au vu de l'état de fatigue de la défense, on peut se dire que c'était quand même illusoire qu'il stoppe deux fois les Eagles et qu'il aurait fallu prendre ce risque-là à ce moment-là pour peut-être avoir l'étincelle qui aurait pu faire changer de match. Mais je pense que le match était déjà plié à ce moment-là et c'est pas vraiment, ça sert pas vraiment à grand chose d'en reparler tant que ça, quoi.
Ouais. Polo, tu vas rajouter un Euh, flop? après le punt, je crois que les Steelers ont eu le ballon qu'une seule fois. Je crois que le punt, c'est en troisième période, il me semble. Oui, c'est Ouais, Et peut-être en je- c'est ça. troisième, ouais. un troisième, et les Steelers, ils récupèrent le ballon une fois, ils font 3 plays et boum, c'est fini. Donc derrière le punt, ils ont plus le ballon, quoi, quasiment, quoi. Le match était. Mais je sais, c'est une décision qui est critiquée et critiquable. Il y a également, c'est dans ce match-là où il refuse il refuse la Ouais, Oui. pénalité. ça j'ai pas compris non plus. Bah, au lieu de prendre un 1 et 30, il accepte le 2 et 20. Et derrière, il Et, prend une et- place et- de 22 yards de A.J. Brown, quoi, Exactement. ou C'est peut-être Smith, je exactement sais plus. ça. mais ouais, pour moi, ça c'est les décisions ouais, euh, rétros- euh, rétrospectivement, tu peux voir et que Mhm. effectivement c'était la mauvaise décision. Sur le punt, je, je- je peux le comprendre aussi. Il se dit que TJ Watt va faire un play. Enfin, il se dit que Ouais, c'est sa défense. Il compte sur sa défense. compte plus sur sa défense, ouais. Euh, Ouais, je pense qu'il y a un le- je- côté, je- to- soit avec Tomlin, il y a un côté avec les décisions qu'il prend, il a très conscience des, comment dire, des messages qu'il envoie à ses joueurs. Ok. Et je pense que dans sa tête, peut-être qu'il s'est dit, si je tente une 4e et 7, je dis en gros à ma défense, j'ai pas confiance en vous. Mhm. Je sais pas si sur le moment Mhm. c'est à ça qu'il pense. Je sais Peut-être. qu'en conférence de presse, il est très réfléchi là-dessus. Mais personnellement, ouais, cette 4e tentative, je crois qu'on est quoi sur les 45 des Eagles, quelque chose comme ça, 2 possessions de retard. Voilà, tente-le surtout pour un coach comme McTomlin qui répète tout le temps, en gros, on ne vit pas dans nos peurs. Écoute, là, c'est un petit peu ce que tu as fait quand même Mhm. sur cette Mhm. décision-là. Et c'est surtout un peu, j'ajoute juste ça, puis après peut-être qu'on peut passer à autre chose, mais c'est un peu contradictoire avec, je trouve, sa façon de faire cette saison où on en a déjà parlé, mais moi je trouve qu'il est plus agressif que d'habitude que ces dernières Ouais, années. Et du coup, ça m'a un peu étonné qu'à ce moment-là, il revienne un peu à ce conservatisme qui peut parfois lui faire défaut, quoi. c'est vrai. Est-ce qu'on a tout dit sur ce match-là? Mais je sais que moi, je n'ai pas tout dit. Je viens de me rappeler de quelque chose. Je vais dire un top. Et c'est juste pour un play parce que ça m'a fait rire. Euh, Darnell Washington. Moi, ce bloc, jusque il a sorti du stade. Clairement, il a dit, Monsieur, vous n'êtes plus le bienvenu ici. C'est quand même sympa. Et puis juste avant le match, en plus, j'avais vu des vidéos du match précédent contre Cleveland où je crois qu'il y a un snap où Washington se tape Myles Garrett tout seul. Pas de problème, pas de souci. Donc j'aimerais qu'on Putain, l'utilise un petit peu plus aussi dans le jeu de passe. On l'a fait avec succès précédemment dans quelques matchs. Mais en tout cas, en termes de bloqueur, quelle dégustation chaque semaine en le voyant ouais, jouer. Voilà. C'est un vrai stealer, c'est l'esprit. un pur plaisir. Exactement. et sur cette action d'ailleurs, on peut quand même revenir sur le fait que les Steelers seulement ont été pénalisés, alors rien pour Non, les mais Eagles. Et l'autre également qui a été bizarre, c'est là où quand Warren, c'est Warren oui, il se prend une baffe sur un et punt. la pénalité sur un punt et la pénalité, les arbitres disent que il s'est fait baffer après que le punter ait tapé le ballon. Donc c'est la pénalité, c'est une fois que une fois que les Les Eagles ont Eagles, ouais. commencé, donc c'est d'où ils partent. Alors que à ce moment-là, apparemment, les gens dans le stade, ils disaient à ce moment-là, l'attaque des Steelers était revenue sur le terrain. Parce qu'à ce moment-là, les Steelers pensaient ils allaient gagner 15 Ouais. yards et Mhm. ils allaient leur donner first down. Euh, ouais, encore une fois, c'est pas Ouais. ça qui a fait changer le match, mais deux, trois décisions un peu comme ça. Ouais. Je suis d'accord que c'est pas ça qui a décidé du match, mais c'est vrai que c'est 2 décisions où tu te dis, c'est pas quelque chose qui est difficile à vérifier. Et franchement, tu regardes la vidéo, tu parlais de la pénalité contre Washington et je crois que c'est Calvin Austin d'ailleurs qui prend une C'est pénalité Austin qui là-dessus. prend l'autre, ouais. Petit bonhomme, il est allé se battre. Mais Mm. enfin, c'est évident, tu as une vidéo très claire où tu vois le premier coup de poing et tu as les arbitres qui ont dit à Tomlin, on voit pas de coup de poing à la vidéo alors que Mm. New York avait regardé. Bon, et puis sur le punt et la bonne gifle que se prend Warren, la vidéo, tu vois le ballon passer bien après la tarte. Donc Mhm. voilà, c'est un truc qui Et change dans, une possession comme ça, qui est très claire à la vidéo. Je comprends pas qu'on ait encore du mal à trouver les décisions correctes sur ce genre de choses. Mhm.
dans Hard Knocks, il y a un échange entre l'arbitre et le Tomlin sur le coup de poing. Enfin, Tomlin demande à l'autre et l'autre, il y en a un qui met un coup de poing et je sais plus l'argument qu'utilise l'arbitre, mais il lui dit en gros je crois il essaie d'enlever la main ou enfin, il dit que c'est pas un Mhm. coup de poing quoi l'arbitre. Je sais pas, Ouais. peu importe. Bon, on a tout dit sur ce match. Passons à autre chose. Oublions le plus rapidement possible. Comme on disait tout à l'heure, les Eagles sont à NFC. S'il y a un match à perdre, c'est peut-être celui-là. Le match à ne surtout pas perdre, c'est celui qui nous attend ce samedi. La version 2 du match contre les Ravens, en espérant autant de succès que le premier. Et effectivement, si les Steelers remportent ce match, les Steelers remportent la division, Baltimore ne pourra plus rien y faire. Peut-être avant qu'on rentre dans le détail pour ceux qui peut-être sont un peu plus nouveaux sur le fonctionnement de la NFL, même si les Steelers, pardon, même si les Ravens gagnent tous leurs matchs d'après, euh, ou que les Steelers perdent des matchs après, etc., on a le tiebreaker. Donc la différence, si on a des bilans similaires, c'est les matchs au sein de la division. Les Steelers, avec une victoire contre Baltimore, passeraient à 4-2. Et je crois que les Ravens passeraient à, je crois que c'est 3-3, ou en tout cas, voilà, ils seraient derrière, quoi qu'il arrive. Donc, tout est à jouer sur ce match. La division se joue sur ce match. On peut être champion de la FC Nord dès samedi. Est-ce qu'on va réaliser cela et pouvoir faire un petit peu la fête et mettre les t-shirts samedi soir? Ouais, mettre les t-shirts, les casquettes, tout est imprimé, j'imagine. Euh, c'est toujours le. Moi, ça me fait toujours marrer de me dire ça. Ils ont tout préparé, puis imagine, ça passe pas, quoi. C'est un peu de merch à la poubelle. Mais ouais, c'est vrai que la défaite contre Philly et les blessés durant le match, la sortie de TJ Watt, la sortie de Jackson, la convalescence de Elliott et de Pickens fait qu'on n'arrive pas méga confiant contre les Ravens. Après, comme tu l'as rappelé, c'est un match d'AFC Nord, donc c'est toujours, on le répète sans cesse, mais c'est toujours différent. Les équipes se connaissent parfaitement, il y a de la rivalité qui est exacerbée. Et voilà, après c'est à Baltimore, ce sera pas un environnement complètement, voilà, c'est pas comme si tu joues à Los Angeles ou au SoFi Stadium, quoi, ou à Las Vegas. Mais ouais, et il faut dire que depuis le dernier match, moi j'ai quand même un peu l'impression que les Ravens sont meilleurs en défense, ou en tout cas ont résolu certains de leurs soucis, notamment contre la passe. Et, euh, et donc ce sera un peu ça le point clé selon moi, c'est à quel point l'attaque de Pittsburgh aérienne est capable de rebondir après ce match un peu calamiteux, même si c'était toute l'attaque en global, hein, contre les Eagles. Et est-ce que Pickens sera rétabli pour ce match? Et pour moi, ça pose une question, c'est est-ce qu'il faut rush ces joueurs clés pour ce match-là, quoi? Est-ce que ça vaut la peine de les potentiellement les qui se blessent plus, ou est-ce qu'on se dit on peut encore remporter la division, on peut même la perdre mais aller en playoff. Il faut mieux avoir toutes ses forces pour les playoffs. Ouais. Je pense que Je sais McTominay pas ce que nous a vous en donné pensez. un petit élément de réponse à cette question dans la conférence de presse de lundi soir, où il a dit très clairement que si un joueur peut être sur le terrain, il sera sur le terrain, que l'enjeu est énorme. Et voilà, je pense qu'il indiquait peut-être que s'il a les moyens de mettre TJ Watt sur le terrain, il le fera. Pour George Pickens, pareil. Pour Deshaun Elliott, la même chose. Voilà, je pense qu'il est prêt à un petit peu voilà, tout jouer sur ce match. Et puis effectivement, quelque part, s'il y a une petite blessure qui a besoin d'encore un petit peu de repos, si tu peux jouer ce match-là, à la limite, tu laisses Pickens ou TJ voilà, sur le banc les deux prochains matchs. Et ça a beaucoup moins d'impact que de perdre ce match-là. C'est vrai que les blessures, ça marche pas forcément comme ça. Mais ouais, je pense que Tomlin avait l'air très très clair. Tous les joueurs qu'il pourra mettre sur le terrain seront sur le terrain. Et je pense que pour une fois, il n'y aura pas forcément de vision long terme. Ça sera, voilà, il faut qu'on gagne. Et après, on voit ce qui se passe. Ouais. Mais en plus, il y a l'argument, certains disent ici, c'est que s'il y a des matchs à reposer, tu les fais jouer samedi et derrière, tu les fais reposer les 2 prochaines semaines également. Bon, le truc, c'est que si tu t'aggraves la blessure, c'est déjà trop tard. Ouais, c'est Mais ça. bon, bah non, sinon, gros match samedi, moi j'adore ce match, c'est mon match préféré. Je pense que
je pense que le Baltimore arrive en meilleure forme, un peu plus gonflé, disons. Mais en même temps, tu sais que eux-mêmes, eux savent qu'ils ont en tête que les Steelers, c'est l'équipe qui les bat toujours. Et je sais qu'ils vont commencer le match avec ça dans la tête. Le truc également, je me disais l'autre jour, c'est que le fait que Tucker ait tellement de mal, aussi, c'est un truc, s'il était à fond, s'il était toujours super précis et qu'il était toujours un bon tapeur, euh, mais le fait qu'il soit pas aussi bon également, je pense que ça ajoute également un point d'interrogation. Mais bon, globalement, ça va être compliqué. On les a tapés à l'aller, donc ils vont vouloir nous taper au retour. Euh, c'est un gros match. Moi, j'adore ces matchs-là. La tension, la pression, ça va être. Ouais. Moi, c'est mon match préféré de chaque saison. Moi, c'est mon match préféré. Ouais. Ouais, non, c'est bon là, on l'a vu. Hein, je pense que le match, le premier duel de cette saison, c'était un des highlights de la saison. C'était pas un match, c'était peut-être je me demande si c'est pas le match où les Pittsburgh marquent le moins de points ou presque. Hein, c'est aucun touchdown Possible. et 6 field goals de Boswell, mais il y a cette interception magnifique de Peyton Wilson. Globalement, un énorme match de la défense et il faudra ça, encore une fois, pour stopper aussi Derrick Henry. Euh, J'écoutais Tomlin lundi et il rappelait à juste titre qu'ils avaient un peu adapté justement leur défense en engageant un advisor qui s'appelle Dean Pease, qui a apparemment, selon Tomlin, dont le travail commence à porter ses fruits, puisqu'il mentionnait que depuis le match contre Pittsburgh, Baltimore n'avait concédé que 2 passes de plus de 20 yards. Donc ça fait un peu euh, peur pour notre attaque aérienne au vu de ce qui s'est passé à Philadelphie. Mais il faut aussi rappeler que les Eagles ont battu les Ravens pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je crois, Deux début semaines, je crois. décembre. Ouais. Et que eux, bon, ils sortent d'un gros match, mais contre des Giants qui sont peut-être la pire équipe de la NFL. Donc oui, Lamar Jackson, il fait 5 yards, 5 touchdowns à la passe. Bon, c'est pas non plus l'équipe la plus dangereuse en face. Mm. Mais ouais, moi, disons que là, forcément, le match de dimanche refroidit un peu. Mais ça reste complètement jouable d'aller gagner ce match. Et franchement, si tu bats Baltimore à ce moment-là et puis tu t'assures la division à dommage du terme, même, ouais, là on peut quand même déjà commencer à parler d'une vraie bonne saison et d'être satisfait. Alors que si c'est défaite, 2 défaites de suite, comment on se rappelle beaucoup, enfin on se rappelle tous de la saison 2020 où il y a cette fin de saison régulière compliquée et ensuite la défaite au premier tour des playoffs Mhm. contre les Browns. Donc on n'a pas envie de revivre ça non plus, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce que tu mentionnes aussi, dont Tomlin parlait en termes de changement dans la défense des Ravens, je crois qu'il parlait de certains joueurs, j'ai oublié les noms, mais qui ont été repositionnés, soit je crois qu'il y avait un joueur qui était passé de nickel à safety ou l'inverse, il y avait quelques joueurs qui jouaient quelques snaps dans un poste, quelques snaps à un autre. Ils ont arrêté tout ça, ils ont dit voilà, maintenant c'est ce joueur-là à ce poste-là qui sans doute les aide aussi à être un peu plus consistants. Donc ça, c'est pour la défense. Mais l'attaque des Ravens, depuis cette saison et même la saison précédente un petit peu, a aussi beaucoup changé. Pendant des années, on se disait, la clé, c'est de stopper leur jeu de course. La clé, c'est d'empêcher Lamar Jackson de trop utiliser ses jambes. Et cette saison, Lamar Jackson, c'est quasiment devenu un pocket quarterback. Alors, j'exagère un petit peu. C'est vrai qu'il est capable d'aller gagner des yards et des first downs avec les jambes. Mais je regardais les stats. Il a 34 touchdowns à la passe. Ça en fait le deuxième meilleur de la ligue derrière Joe Burrow. À la course, il a 3 touchdowns. C'est quand même pas le Lamar Jackson qu'on a connu pendant des années. Et puis, je pense pas du tout que ça soit parce qu'il est moins confiant en ses habilités à la course, mais il a maintenant des receveurs en qui il a confiance et ils arrivent à faire des matchs à 5 touchdowns où c'est 5 passes de Lamar pour 3, 4, 5 receveurs différents et il semble beaucoup mieux armé
cette année dans le jeu de passe qu'ils l'ont été les années précédentes. Et c'est peut-être ça qui m'inquiète un peu plus que d'habitude, c'est que maintenant, ils ont un petit peu toutes les armes pour faire tout ce qu'ils veulent et on a des menaces de tous les côtés. Est-ce que vous voyez un gros changement dans la façon dont il faut défendre contre cette équipe? Bon, ce que tu dis sur les touchdowns, effectivement, c'est assez intéressant, mais je regarde les stats de ces dernières saisons et en vrai, en termes de yards par rapport à 2023 ou 2022 ou 2021, bon, il y a des années où il jouait moins de matchs aussi, mais par rapport à la saison passée où il a joué tous les matchs, il est à peu près sur le même total de yards, il avait marqué Ouais, 5 touchdowns à la course, donc c'est pas pour te dire ce que tu dis est faux, mais je pense que il y a aussi l'arrivée de Derrick Henry qui a rebattu pas mal les cartes et qui fait une saison exceptionnelle. Et peut-être qu'ils ont juste moins besoin de se baser sur lui, de risquer peut-être des fumbles parce que voilà, c'est pas non plus un running back, donc peut-être ouais. qu'il a peu plus propice quand même au fumble ou à ce genre de trucs. Ou ne Donc serait-ce ils que peuvent prendre des plus coups. l'utiliser. Ouais, c'est ça. Et ouais, puis il y a eu quand même ces saisons où il était souvent blessé. Et là, il y a le côté, bah en fait, maintenant tu prends moins de risques. On a Derrick Henry qui est là pour prendre les coups, et toi tu t'occupes de lancer parce que c'est un excellent passeur. Et comme tu le dis, peut-être qu'il va continuer dans la suite de sa carrière aussi. Ça sera intéressant de voir si les années qui passent, il est de moins en moins agile et rapide, et peut-être qu'à la fin de sa carrière, ce sera un pur passeur à la Peyton Manning en mode. Ce sera marrant de voir ça, quoi. Donc affaire à suivre, même si je pense qu'il aime trop courir et inventer des trucs Ouais. pour que ça devienne ça, Après, le mieux, ça serait quand même mais qu'au fil de sa carrière, il soit juste de moins en moins bon. Ça nous arrangerait pas mal. ouais. Après, honnêtement, faudrait qu'on parle. Moi, j'ai l'impression que j'ai eu pas de souvenir de match contre Pittsburgh où il a été vraiment exceptionnel, quoi. J'ai Non. l'impression qu'à chaque fois, il galère. Alors peut-être que samedi, ce sera la fois où il roule sur Pittsburgh, on n'espère pas. Mais t'as Ouais. quand même l'impression que soit il a, c'est un peu sa kryptonite, ou alors que dans l'inverse, bah les TJ Watt, toutes les, et ça, on en parlait quand on avait fait l'épisode après le dernier match contre Baltimore. C'est les vétérans de Pittsburgh, ils connaissent maintenant le mec, ils connaissent son fonctionnement, et ils sont capables de juste de le faire déjouer Ouais. à chaque fois qu'ils le rencontrent, quoi. Et je pense que c'est aussi dans sa tête maintenant, hein. Juste, tu t'en parlais, donc j'ai regardé rapidement Mm. les stats de Lamar Jackson contre les Steelers. Effectivement, quand tu as dit qu'il n'a jamais été exceptionnel, je pense que tu peux même encore abaisser la barre un petit peu et dire qu'il n'a jamais été plutôt bon. Même Mm. à ce niveau-là, on Ouais. l'a pas, hein. Il a en 7 matchs, il a 5 touchdowns pour 8 interceptions. Ouais, il est juste, enfin, il n'est pas dedans, clairement, quoi. T'as Quand le, tu t'as le compares rating sur les matchs ou pas? ouais, j'ai une moyenne de 66,7. Ouais, alors que son career average c'est 101 à peu près, 100. Oh, enfin, Ouais, voilà. 101. Ouais, il n'y a pas photo. Y a pas photo. Espérons que ça dure, hein. Juste avant qu'on passe à peut-être d'autres joueurs, on a beaucoup parlé de Derrick Henry. Euh, Attention, c'est mon coup de gueule de la semaine. C'est aussi le premier du podcast. Mais comment la Ligue a pu laisser filer Derrick Henry à Baltimore? Que Tennessee laisse partir, si vous voulez, vous faites un full rebuild, machin. D'accord. Mais tout le monde s'est dit, ah ouais, s'il va à Baltimore, ça va être une attaque instoppable. Et tout le monde a laissé faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas d'accord. Il serait pas venu chez nous, certes, mais j'en veux à toutes les autres équipes de NFL. Voilà. On les a battus il y a quoi, deux semaines, il y avait Derrick Henry sur le terrain, donc même pas peur. Même pas peur. Même pas peur. Mais Ah ouais. est-ce que le mec avait juste pas envie de gagner, et en fait il allait à Baltimore, mais il serait allé à Kansas ou dans une autre grosse franchise chez les Bills, on Je aurait dit la même préfère. chose, non? T'aurais Ouais, non, parce préféré? que c'est pas dans Oui. notre division, donc je m'en Oui. fous. Mais Enfin, là, 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 tu, je n'es- m'en fous tu, pas. tu manques un peu d'objectivité. Hein, faudrait bien les jouer un jour, tu vois, si tu veux aller plus loin en playoff, etc. Mais c'est Ouais. vrai que peut-être que sans Derrick Henry, les Ravens auraient une victoire de moins, deux victoires de moins maintenant, et on aurait déjà la division assurée. Mais bon, c'est un monde qui n'existe que dans ma tête, malheureusement. En termes de l'attaque des Steelers, quel plan de jeu vous voyez, vous espérez voir? Partons du principe, parce que c'est un élément clé, que tout le monde est là, y compris George Pickens.
Vas-y, Polo. On va avoir du Boswell, donc peu importe, peu importe. Tu veux voir des explosive plays, tu veux voir des passes de 50 yards, et en fait, tu vas avoir du labourage pour mettre Boswell en position de tirer. Hmm. Donc, Ce que tu veux dire, c'est que peu importe si on rate une passe ou une course sur la troisième tentative, de toute façon, Boswell arrive sur la quatrième. donc Lucien, je sais pas si t'as un autre plan de jeu. Ouais, bah oui, mais après, si on veut arriver en field goal range, il faut un peu avancer. Donc, comment tu avances? Déjà, il faut parce que pour moi, c'est évident que c'est pas un seul match qui vont les faire renoncer au jeu de course. Arthur Smith a déclaré hier ou aujourd'hui, il a fait une métaphore en disant que le jeu de course des Steelers, c'est un peu comme une vieille bagnole à lui. Parfois, elle a un peu du mal à démarrer, mais une fois qu'elle part, elle est inarrêtable, ou je sais pas quelle connerie il a sorti. Bon, ben, Bon, j'espère qu'il l'emmène au garage après le match de Philly parce qu'elle a jamais démarré. ouais, elle a pas vraiment démarré. Et du coup, ça m'étonnerait vraiment qu'on voit une sorte de play call hyper agressif ou dès le premier first down, big play. Non, ça va être quand même de la course. Et donc, ça va dépendre de la capacité à Harris et à Warren de se sublimer. Mhm. Moi, j'ai assez confiance en eux. Je pense que dans ce match-up-là, ils peuvent y arriver. Mais je pense que si Pickens est là, bah, il faudra quand même l'utiliser. Ouais. Et je dois vérifier, mais je pense que le match contre les Ravens, il est quand même toujours receveur numéro 1. Il fait 89 yards Pickens sur le dernier match contre les Ravens. Donc, Ouais. il était quand même ouais, primordial à la victoire. Je suis en train de regarder les stats en termes de passes et de courses pour la défense des Ravens, là où ils sont le plus exposés. Alors, si on regarde les stats, effectivement, c'est très très clair. En termes de défense contre la course, en yards par match, ils sont premiers. Moins de 81 yards par match, sachant que le deuxième était à 89 et c'est Minnesota. Donc c'est très clairement une de leurs forces. Le jeu de passe, en revanche, ils sont avant-derniers en termes de yards concédés. La seule équipe qui fait pire, c'est Jacksonville. Alors ça pose un petit peu la question éternelle quelque part en NFL et en foot US qui est est-ce que tu fais ce qui est évident et tu vas taper leurs faiblesses apparentes ou est-ce qu'il y a aussi cet élément de surprise qui fait que tu vas essayer quelque chose de différent ou est-ce que comme tu disais Lucien, est-ce que Arthur Smith simplement va s'entêter peu importe l'adversaire et bon, je vais pas donner mon avis tout de suite mais voilà, qu'est-ce que tu préconiserais ou qu'est-ce que tu anticipes? Parce que ce que tu voudrais, ce que les Steelers vont faire, c'est peut-être des choses différentes. Moi, je pense qu'il faut pas se laisser abuser par cette statistique de Baltimore qui prend beaucoup de yards à la passe, parce que je pense que et je sais, je l'ai vérifié tout à l'heure, si tu regardes en yards par attempt, ils Ouais, sont pas derniers, ils sont pas premiers, mais ils sont plutôt peut-être 20e et quelques, quoi. Et en d'accord. fait, c'est parce que bah, beaucoup d'équipes contre eux jouent beaucoup la passe, et du coup, ils encaissent beaucoup de yards, mais en vrai, ils sont pas si catastrophiques que ça. Lors du premier match, le Pittsburgh avait bien couru. Je pense ils avaient mis plus que la moyenne que Baltimore encaisse. Ouais, ils avaient parcouru 122 yards avec le ballon lors de la victoire 18-16. Alors il n'y avait pas de. Ouais, Nagy était à 3,5 de moyenne, Warren à 4,6. Il y avait eu deux grosses courses de Justin Fields aussi qui étaient entrées. Ouais. Donc pour moi, il faut partir là-dessus. Je pense pas j'espère que Arthur Smith va s'entêter parce que je pense que le match-up Ravens Steelers, c'est un match-up de tranchée quoi. Et je pense que tous les matchs ces dernières saisons où Pittsburgh est meilleur, c'est parce qu'il domine la bataille des tranchées et ça a toujours été vendu comme ça et tous les joueurs sont dans ce mindset-là et je pense qu'il faut jouer le jeu quoi. Il faut pas essayer de changer la recette parce que ok Russell Wilson fait une bonne saison et parce que Baltimore encaisse beaucoup de yards à la passe. Ouais, je pense que quand on connaît Tomlin, je pense qu'on faut pas s'attendre à ce qu'il commence à balancer le ballon trop souvent. Mais je pense que le plan de jeu, ça sera
va faire courir le ballon, mais s'il y a une ouverture, Wilson va la prendre. Je pense que Tomlin lui fait confiance, donc euh, faut espérer quelques explosive plays pour avancer le ballon. Mais je, je pense qu'il faut s'attendre à un match à low scoring. Je pense que tu vas me demander Et mon ça arrive, pronostic romain, mais tu le t'inquiète pas. connais. Je sais Je qu'on va être te- autour du 12-15, t'inquiète pas. 12-15, c'est beaucoup. C'est ambitieux, Euh, pardon. Le 6-3 là. Et cette histoire de plan de jeu, bon, certes, c'est un élément sur tout le match. Et la question que j'aurais, et je peux aborder ça d'un angle différent, c'est est-ce qu'on va être capable de s'ajuster si on a du mal en début de match, comme on ne l'a pas fait la semaine dernière? Et quelque part, comment est-ce qu'on peut déterminer si ça fonctionne ou pas? J'ai plus les stats, mais j'en ai lu cette semaine sur les premiers drives des Steelers. On est toujours catastrophique. Enfin, pas toujours, mais globalement, c'est vraiment compliqué. Ce qu'on appelle les scripted plays, donc c'est effectivement les plays qui sont préparés avant le match, peut-être, je sais pas, entre 5 et 10 plays en fonction des drives. Euh, on a beaucoup de mal avec ça. Et quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour avoir une meilleure dynamique, ne serait-ce que sur ce premier ou ce deuxième drive? Parce que je pense qu'après, ça te permet beaucoup plus de flexibilité sur ton plan de jeu pour le reste du match si tu arrives à gagner quelque chose sur ces premiers drives. Bah, et peut-être qu'il faut des plays qui sortent un peu de l'ordinaire. Peut-être qu'il faut rappeler les jet sweeps de Matt Canada, quoi. C'est ça qui manque peut-être à l'attaque de. Tout sauf ça. Non, franchement, je sais pas. Je pense que Tomlin et Smith sont pas du tout ont pas soit le génie inventif offensif que peut avoir l'attaque ou les coordinateurs offensifs des Lions par exemple, ou vraiment des offensive minds comme il peut y en avoir ailleurs en NFL. Et je pense que ce sera jamais le cas. Je pense que tant que Tomlin sera peut-être à Pittsburgh, ce sera toujours le même genre d'attaque, un peu slow start, et plutôt on s'adapte au cours du match. Alors, ça n'a pas été le cas à Philadelphie, mais je trouvais que globalement, cette saison, et il y a une stat qui le montre très bien, c'est que Pittsburgh est de très très loin la meilleure équipe en termes de points de score differential dans le troisième quart. Je crois Ouais. qu'ils sont à plus 70, j'avais vu ça avant le match de Philadelphie, plus 75 ou 74 Merci de dire les chiffres en correctement, Lucien. Ça fait pardon, plaisir. excusez-moi, en différence de points marqués encaissés sur le troisième quart. Ouais, Alors que le deuxième devait être à plus 30 ou quelque chose comme ça. Donc hyper impressionnant à quel point au retour des vestiaires, l'équipe est capable de s'ajuster. Donc c'est vrai. je pense qu'au lieu de essayer de sortir des lapins du chapeau sur les 5 premiers plays, il vaut mieux un peu observer, faire confiance à la capacité du staff après la mi-temps pour peut-être essayer de trouver des faiblesses particulières dans la journée. Ouais. Ok, ce côté-là de la ligne défensive peut-être fonctionne moins bien, on essaie d'insister sur des schémas de course qui s'appuient là-dessus. Je sais pas, des choses comme ça qui me semblent un peu plus crédibles aussi au vu du passif Ouais. de Tomlin à la tête des Pittsburgh. Est-ce que tu penses qu'il y a un élément de ça aussi qui serait, alors je sais pas quel est le niveau de liberté qu'a Russell Wilson de changer de play à la line of scrimmage, je pense qu'il est plus élevé que ce qu'avait un Pickett ou même un Justin Fields, mais il semble qu'il y a quand même un certain nombre de critères qui font qu'il peut avoir stabilité. Je pense que c'est lui qui en parlait il y a 2 semaines ou la semaine dernière, qui disait oui, pour pouvoir changer le play à la line of scrimmage, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient réunis. Est-ce que en ayant un QB aussi expérimenté qu'il est, avec le succès qu'il a eu, est-ce qu'on ne peut pas se dire, écoute, il faut qu'on ait plus d'options, il faut qu'on te fasse confiance sur ta lecture du jeu. Et par exemple, contre Philadelphie, on a beaucoup insisté avec des courses, même quand ils avaient 7-8 mecs dans la boxe, et que finalement, tu savais que tu aurais du mal à avancer, que dans le meilleur des cas, tu prenais 4-5 yards. Est-ce qu'on veut donner les clés du camion à Russell Wilson, comme on a pu le faire avec Ben à l'époque, où on passait en no huddle et c'est lui qui gérait un petit peu tout? Est-ce qu'on pourrait ressortir ça avec Russell Wilson dans sa première saison à Pittsburgh? Moi, je pense que oui, je pense que ça a même peut-être été le cas dans certains drives de certains matchs, euh, mais, mais sans doute pas dès l'entame du match, quoi. Je pense Ouais. que à Oui, de certains toute façon. moments,
quand ça se voit que ça clique assez bien, peut-être, ou alors dans des moments, si par exemple la Philadelphie avait eu ce touchdown où Pittsburgh avait récupéré le ballon, ce qui n'a jamais été le cas dans cet écart interminable, peut-être il aurait fait plus confiance pour que Wilson cook quelque chose d'improbable. Hmm. Mais affaire à suivre. Ce serait intéressant de voir s'il est prolongé et s'il reste la saison prochaine, si à quel point aussi ça évolue. C'est vrai. Polo, tu veux rajouter quelque chose sur la façon dont l'attaque peut avancer un petit peu plus? Non, encore une fois, globalement, ils les ont battus il y a 2 semaines avec leur plan de jeu. Ils les ont battus les 8 ou 9 dernières fois qu'ils ont joué. Ouais. Euh, donc, Tomlin se dit, pourquoi j'ai rien à réinventer. Faut qu'on soit plus fort qu'eux à la ligne. C'est une guerre de tranchées. Et mon kicker est meilleur que le vôtre. Et on va vous battre à la fatigue, quoi. On va vous fatiguer. Ouais, Enfin, je pense que ça va jouer comme ça. Après, encore une fois, je pense que Tomlin fait confiance à Wilson. Euh, et je pense il lui donne la liberté de changer le call. Euh, donc, ouais, excité de très voir le bien. match. Très bien. On va passer au pronostic. Je vais laisser un petit peu de temps à Polo pour qu'il puisse monter les points pour pas nous donner un 9-7, tu vois. Mais avant ça, du coup, un élément aussi qui sera clé, et c'est toujours le cas, certes, mais je pense encore plus dans tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, y compris playoff, c'est les turnovers. Je regardais aussi les stats. Les Steelers ont un différentiel de plus 18, qui est le meilleur de la ligue. Les Ravens sont à plus 2. Je pense qu'ils ont Ah ouais. plus tendance à perdre la balle, ouais, même au niveau des turnovers forcés, ils en ont peu, hein. Ils sont à 10 perdus pour 12 turnovers forcés. On est à 30 turnovers forcés, premier dans la ligue, et 12 en turnovers perdus, ce qui a un petit peu augmenté depuis 2-3 matchs, notamment on en parlait avec Nedji. Mais clairement, on le sait aussi depuis des années, sans ces splash plays en défense, ces changements de possession, c'est toujours beaucoup plus difficile pour nous de gagner. Défense et special teams, évidemment. C'est vrai. Mais oui, oui, clairement, il en faudra. Et même si on marque pas de touchdown et on marque plus de field goal qu'eux, il faudra quelques interceptions. Bon, interception, il en lance très peu, hein, Jackson. Donc, faut plutôt faire confiance au fumble forcé. Mais si TJ Watt n'est pas là, ça risque aussi d'être un peu moins probable vu que c'est lui le maître en la matière. Patrick Quinn va s'en charger. C'est vrai que J'aime. Patrick Quinn, Je pense que déjà, il va avoir une belle réception déjà. Donc, oui, Oh, c'est vrai. mais Ça va être sympa. ça va être bon, ça. Ça va être sympa. Deshaun Elliott aussi, un c'est petit peu peut-être le moins, joueur mais à suivre. Ouais, ouais. ouais. Parce qu'en plus, Deshaun Elliott, il se cache pas trop dans ses déclarations, hein, qu'il est très content d'être là et que Baltimore, bah écoute, ils ont pas voulu le garder ou pas lui donner le contrat qu'il voulait, tant pis pour eux. Ouais, ça va être sympa. Du coup, Polo, est-ce que ça nous emmène à ton splash play et ton pronostic avec un. Attends, qu'est-ce qu'on attend? Je vais essayer de te lancer sur un splash play que tu veux pas dire, comme j'avais fait avec les 400 yards de Russell Wilson, que tu avais refusé alors qu'il l'a fait. Et donc, si je le dis, ça va forcément se passer. Patrick Quinn, un fumble forcé, une interception. Les deux? Ah, Waouh. alors oui, mais c'est ton pronostic, Polo. Donc, dis-nous pourquoi il va réussir tout Non, non, ça. non, non, non. Non, moi, pronostic, je dis un 19, ouais, 19-13, juste comme ça. 19, 19, 19. 19. Ouais. Tu es euphorique. 19. Euphorique, un touchdown et des field goals. C'est à peu près ça. Et, ouais, peut-être, je vois peut-être un peu en bas, peut-être 19-16. Je relève pour les Baltimore. Steelers qui gagnent, Un même field goal de si Chris ça va être Boswell dur. à la dernière seconde pour les 3 Bien. points d'écart. Qui tape le poteau. Qui tape les Euh, deux poteaux. tiens, tiens, c'est mon splash play. Alors là, franchement, si ça se passe, je crois que je viens en personne à Pittsburgh pour te payer un verre parce que
Ça serait Et exceptionnel. en plus, s'il bat son record en carrière, imagine genre un 62 yards Oui, voilà. dans Allons-y. dans le royaume de Tucker, ce serait formidable. Ça serait très drôle. Lucien, qu'est-ce que tu vois? Je vois une victoire de Pittsburgh un peu plus confortable, 18-10. Ouh. Et en splash play, je dis une interception de James Pierre, le cousin de Lamar Jackson. Euh, Fun C'est fact vrai? que j'ai découvert ça hier, ouais, c'est son cousin. Euh, bon, il m'a pas vraiment rassuré parce que bon, effectivement, il risque de jouer si Dante Jackson est out. Mais un journaliste lui demandait qu'est-ce qu'il fallait faire pour arrêter Lamar Jackson et il était en mode tu peux rien faire, il est complètement taré. Donc ça m'a pas vraiment rassuré, mais je crois en pouvoir de la famille et j'espère qu'il Interception de viendra James récupérer Pierre. un ballon. Ah, elle serait belle Voilà. celle-là. Elle serait belle. Après, c'est vrai que James Pierre, c'est un petit peu tout ou rien quand il joue, hein. Il a pas mal d'interceptions aussi par rapport à son temps de jeu, mais il Mm, a aussi un siège au premier rang sur pas mal de touchdowns mhm. qui se prend sur la tête. Du coup, aucun de vous passe la barre des 20 points. Alors, je vais pas aller à 34 cette fois ou 31, je sais plus quel chiffre ridicule je sortais. Je vais aller 34. plus haut. Non, non, je rigole. Pas déconner non plus. Allez, on va dire un 24, 24, 18. Et j'espère avoir raison pour le 18 parce que je pense que si on prend plus que 18 points, ça va être compliqué. Ça risque d'être chaud, ouais. Ouais. Mm. Ouais. J'ai songé à faire un 21 pour les Ravens en voyant un scénario. Il faut même pas rentrer Tucker pour taper un field goal tellement ils sont en panique de ces dernières semaines. Mais je pense Je, ils vont quand même l'utiliser. je vais te proposer un splash play alors, mon tour. Bon, allez. Touchdown de Skowronek. Mon rêve. Donc ça serait, j'imagine, hein, Pas mal. le plus probable pour que ça arrive, ça serait un field goal de Tucker qui est trop court que Skowronek retourne pour un touchdown. Alors je vais dire, c'est pas moins probable que celui que tu as choisi pour toi, mais on est quand même dans des 0,0 quelque chose. Mais avec plaisir. Et du coup, on va faire l'inverse. Si ça arrive, c'est toi qui viens et qui me paye un verre. Mhm. Ok. Je pense Ou qu'on une va tous les connexion deux internet. on va tous les deux garder nos sous. Ouais, la connexion serait sympa aussi. Câble Ethernet de luxe. Écoutez, merci à tous les deux. On va se retrouver tous ensemble sur Twitter, j'imagine, samedi soir pour le match. N'oubliez pas, c'est samedi, c'est pas dimanche. Ne ratez pas ce Ouais. match qui est le plus important de la saison pour l'instant. Euh, Il y a un petit peu de confiance. On a tous les trois dit qu'on voyait une victoire. Oui. C'est Il peut-être faut y plus de croire. l'espoir que de la confiance, mais allez, on y croit, on va tous y croire. Et puis on se retrouve la semaine suivante pour un prochain épisode. On voulait un petit peu parler du match de Noël sur cet épisode qui sera le mercredi suivant contre les Chiefs. Malheureusement, ça fait déjà 1h15 qu'on enregistre. Donc on essaiera de faire un épisode peut-être après ce match contre les Chiefs, laisser tout le monde en famille tranquille pour Noël. Et puis on aura une très bonne idée de la direction que prend la saison des Steelers après ces deux matchs. Quelque chose à rajouter, Yes. Lucien Polo? Non, rien à rajouter. Merci beaucoup, Romain. Ciao. Super, merci à tous. Et ne pas oublier, je l'ai oublié souvent, here we go.